bonjour, donc Édouard Duchesnay, chercheur à Neurospin à Université Paris-Saclay. Donc je vais présenter les méthodes de machine learning appliquées en neuroimagerie et plus spécifiquement leur instantiation dans le cadre des pathologies psychiatriques. Donc moi je suis chercheur à Neurospin. Donc je vais un peu vous faire une présentation de ce qui se fait en machine learning. On en entend beaucoup parler, c'est un peu un sujet à la mode, et son application à la neuroimagerie et plus particulièrement en psychiatrie. Donc bon, voilà un peu le résumé de la présentation, c'est les principes brièvement. Qu'est-ce qu'on va mesurer ensuite en neuroimagerie, en IRM, anatomique ou fonctionnelle, ou de diffusion. Ensuite, les différentes applications, une revue des différentes applications en psychiatrie. Les limitations des études qu'on a actuellement, qui n'ont pas forcément une grande utilité d'un point de vue clinique. Quelques études qui sont longitudinales, qui à mon sens sont plus intéressantes d'un point de vue clinique. Puis il y aura un tout petit passage un peu difficile, ou si vous souhaitez, vous pouvez vous endormir, mais c'est qu'est-ce que c'est que l'apprentissage? Et donc je vais essayer, sans mettre d'équation, de vous montrer quelle est la problématique de l'apprentissage. Et à mon sens, c'est un tout petit peu intéressant parce que quand vous reviewez un papier, tout de suite voir quel peut être le biais, qu'est-ce qu'il faut regarder, parce que très facilement on fait n'importe quoi. Et puis j'essaierai de dégager quelques perspectives d'analyse, de stratégie d'analyse sur comment utiliser un peu l'imagerie comme un endophénotype un peu intermédiaire et des stratégies autour de la stratification en sous-cohortes homogènes et des approches un peu dimensionnelles à la RDoC. Et puis enfin, c'est bien gentil l'IRM, mais on regarde que des sortes de petits pixels de gris ou de blanc, ça ne nous dit rien de la physiopathologie, et donc un peu, l'idée c'est d'aller un petit peu au-delà de l'IRM structural ou anatomique et fonctionnel, et aller vers l'imagerie PET qui nous donnerait des informations sur le métabolisme. Donc le principe de base, il est assez simple, c'est qu'on va généralement acquérir des données d'imagerie de patients avant un traitement. Les patients vont être traités et puis on va avoir une réponse à un traitement. Ça, c'est généralement ce qu'on souhaiterait pouvoir faire. Et puis l'idée, c'est est-ce qu'on est capable de prédire sur l'imagerie avant le traitement, de pronostiquer la réponse au traitement. Voilà, ça c'est un peu le cas typique qui pourrait s'inscrire dans le cadre de la médecine personnalisée. Et on va prédire l'avenir un peu, mais de façon rétrospective, c'est-à-dire qu'on va avoir les données d'imagerie avant le traitement, l'outcome clinique, la réponse mettons au traitement, et de façon rétrospective, on va apprendre à prédire l'avenir à partir du passé, donc à prédire l'outcome clinique à partir des données d'imagerie avant le traitement. On va apprendre quelque chose. Ce quelque chose, on va l'appeler une signature cérébrale. Et puis cette signature, on va pouvoir l'appliquer à des nouveaux patients, à des nouvelles images dont on n'a pas l'outcome clinique, puisque le patient arrive, on le scanne, on va avoir une donnée d'imagerie. On aimerait bien savoir s'il va répondre potentiellement au traitement pour savoir si c'est un bon candidat pour ce type de traitement. Bon. C'est très proche des statistiques, tout ça, mais il y a quand même des petites différences, et surtout qu'on arrive à prédire une information au niveau individuel, tandis que généralement quand on fait des statistiques, c'est des statistiques au niveau des cohortes. Ça c'est un premier point. L'apprentissage se fait au niveau des cohortes, mais la prédiction se fait au niveau individuel. Ça c'est une différence qui est importante. Et puis aussi, ça permettrait, à mon sens, un des intérêts, c'est d'avoir une sorte de signature de la pathologie. Donc en fait la pathologie ou la réponse ou le médicament, ça pourrait s'appliquer sur toutes les pathologies et tous les types de traitements, mais on aurait une signature de la pathologie qui donnerait une information quantitative complémentaire de l'évaluation clinique. Ça serait comme une sorte de thermomètre du cerveau qui mesurerait un profil anatomique ou un profil fonctionnel. Et cette information, elle peut être intégrée plus tard, elle serait intégrée plus tard dans la prise en charge et la décision de la stratégie thérapeutique qu'on pourrait avoir. Donc c'est donner cette espèce d'information de thermomètre, de mesure quantitative, comment
mettons, un patient qui serait à risque de transition psychotique se positionnerait sur son anatomie cérébrale sur une échelle qui va des patients qui ne transitent pas aux patients qui transitent, par exemple. Donc est-ce qu'il serait vraiment, est-ce que l'information anatomique cérébrale nous dit qu'il a de fortes chances de transiter. Donc. Et puis si on développe des drogues ou des médicaments, eh ben, on peut voir aussi comment va varier cette mesure quantitative. Si par exemple on sait que le gyrus denté, qui est une petite partie d'hippocampe, est sensible au cortisol et qui est lié à la dépression, et donc suivant un traitement, on peut voir que cette petite région qu'il y a de la neurogénèse qui se passe ici, etc. Et on va voir que tout d'un coup, il y a une récupération. Donc notre score d'imagerie anatomique pourrait évoluer de patient déprimé à moins déprimé. Voilà. Donc c'est le genre d'informations que ça pourrait fournir dans un cadre de médecine personnalisée. Encore une fois, ce que je viens de présenter là, c'est l'avenir dans 20 ans. Hein. Voilà, c'est pour dresser un peu les perspectives. La réalité, elle est quand même un peu plus terre à terre. Je vais essayer de vous la montrer. C'est juste, quand on fait une petite revue de la littérature, qu'est-ce qui se passe? Machine learning, neuroimagerie, hépatologie, ça c'est les années, et puis ça c'est le nombre de publications, ça c'est les pathologies, ADHD, mood disorder, ASD, schizophrénie, bon, alors là c'est de la neurologie, MCI, Alzheimer disease, et on voit que à partir de 2014-2015, il y a vraiment une inflation considérable. Ici, c'est les modalités, les différentes modalités d'imagerie. L'essentiel, c'est l'imagerie anatomique. Donc en fait, il y a une explosion d'études, de publications autour de ce domaine-là. Donc en fait, il se passe quelque chose. Alors le but de cette présentation, c'est vous montrer un petit peu ce qui se passe, que vous ayez une petite idée de ce sur quoi travaillent des chercheurs dans le monde. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on mesure? Les mesures anatomiques et fonctionnelles qu'on utilise en neuroimagerie. Bon, alors pour faire bref, alors ceux qui connaissent bien la neuroimagerie connaissent ça par cœur. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est pour ça que je fais un tout petit rappel, c'est qu'en IRM cérébral, il y a un peu trois grands types de modalités. On va prendre l'imagerie anatomique, l'imagerie de diffusion ou l'imagerie fonctionnelle. Et donc en fait, dans l'imagerie anatomique, on va essayer de quantifier la quantité de tissu, matière grise, matière blanche, et derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un peu de la segmentation d'images. Je vais y revenir un tout petit peu. On va mesurer l'épaisseur du manteau cortical pour observer des atrophies, ou on pourra mesurer des variations de motifs de gyrification des sillons, parce que typiquement, là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus neurodéveloppemental. Ces sillons-là se structurent plus tôt, donc ça dépend ce qu'on va vouloir regarder. En imagerie de diffusion, on va aller regarder des différences, des changements sur la structure de la matière blanche. Peut-être qu'on ne regarde que de l'inflammation de la glie. Hein. Bon, ça va. Mais bon, ça veut dire quelque chose. Bon, bref, et ce qu'on peut faire, c'est des trucs jolis qu'on vous montre parfois, c'est faire des trackings de fibres. C'est pas des vraies fibres, hein. C'est juste des fibres qu'on reconstruit un peu a posteriori. On se dit que là, il devrait y avoir des fibres qui passent. Mais on fait des belles images comme ça pour voir quelles sont les régions, en tout cas, on peut déduire quelles sont les régions qui sont connectées avec les autres. Puis il y a l'imagerie fonctionnelle. On va voir qu'il fonctionne selon deux modes, sous condition ou au repos. Donc, l'imagerie anatomique, qu'est-ce qu'on fait? On va mesurer une image, on dit pondérée en T1. Donc où on va avoir un signal qui vise à maximiser la différence entre les différents tissus. On fait plein de traitements compliqués. Je vous passe les détails, ça fait des années de recherche de plein de gens, mais à la fin, on arrive à ce qu'on appelle segmenter, c'est isoler les tissus de la matière grise et les tissus de la matière blanche. Et puis, on va mesurer, quelque part, localement, la variation de volume de matière grise. Et puis, on pourra en déduire qu'une petite variation de volume peut être associée à la pathologie. Donc en fait, on va avoir des atrophies ou un excès de gris localement qui va être associé, par exemple, c'était l'étude du détaxi londonien au début des années 2000, quelqu'un qui
qui est taxi-londonien, plus maintenant parce qu'ils ont les GPS, mais devait mémoriser les rues, on a donc observé une augmentation du volume de l'hippocampe, par exemple. Donc, mais on peut aussi avoir des atrophies sur des effets neurodéveloppementaux ou suite à l'environnement. Il y a une autre façon de voir les choses, c'est ce qu'on appelle les maillages de la surface corticale, c'est-à-dire qu'on va faire un maillage, c'est comme un filet de pêche qu'on va poser sur le cerveau, on va la poser au niveau de la matière grise, et à l'interface entre la matière grise et le blanc. Et donc vous avez deux filets de pêche, un sur la surface du cerveau, un entre le gris et le blanc, et il suffit de mesurer l'espace qu'il y a entre ces deux filets. Et donc vous avez l'épaisseur corticale. Et donc en fait, on va pouvoir observer des variations de l'épaisseur corticale associées à des pathologies. Voilà, donc on a un petit peu ces deux représentations de maillage ou de cube, si on considère des images. Et à chaque fois, on a soit de l'épaisseur corticale, soit un volume de matière grise à un moment donné. Et on va les traiter avec des tas de logiciels un petit peu compliqués. Je ne rentre pas dans les détails. Mais il y a un truc un peu mystérieux dans tout ça que je n'ai pas abordé, c'est que les cerveaux, ils ne sont pas dans le même espace. La personne a penché sa tête, etc. Bon, ça, c'est encore la chose la plus simple à corriger. Mais il faut les recaler. Il faut les remettre dans la même boîte, dans la même grille de bataille navale pour savoir que quand je tape en E6, je suis dans le lobe temporal. En B8, je suis dans le cortex, dans le singulaire antérieur, etc., etc. Et donc, en fait, il y a des tas de procédures très complexes de recalage des différentes images. Donc, je vous ai passé un petit peu les détails, mais l'idée, c'est de réaligner les cerveaux pour que quand je regarde un endroit, je regarde le même endroit chez tout le monde. C'est un problème ouvert, c'est complètement imparfait, parce qu'on en fait, quelque part, on fait un peu du morphing. Donc, on va faire en sorte que tout le monde se ressemble, mais dans quelle mesure on n'a pas enlevé une information qui était réelle et intéressante? Et dans quelle mesure on a juste enlevé une information qui n'était pas vraiment d'intérêt? On sent bien que c'est un problème un peu biaisé, mal posé. Il n'y a pas de solution à ça. On essaie de faire ça le mieux possible. Le fait est, c'est qu'on constate de façon empirique que quand même ça marche relativement bien sur beaucoup d'études. Et donc, en fait, sur l'imagerie anatomique, généralement, on va regarder comment des petites atrophies stratégiques vont être positionnées ou des augmentations de matière grise et de matière blanche vont être positionnées liées à une pathologie. C'est ça l'idée. Est-ce que chez les personnes atteintes, est-ce que par exemple une augmentation du volume de l'amygdale et une diminution du cortex préfrontal qui régule l'activité de l'amygdale pourrait être liée au trouble bipolaire? C'est des choses comme ça. Donc vous voyez, c'est un petit peu les idées qu'on va explorer. L'imagerie de diffusion. Alors l'imagerie de diffusion, on va aller voir un peu la microstructure de la matière blanche. Il faut imaginer que la matière blanche, c'est des fibres d'axone, c'est comme des pailles McDo plongées dans un verre. Si vous jetez une goutte d'encre dans un verre où il n'y a pas de paille McDo, l'encre va diffuser de façon, on dit, isotrope dans toutes les directions. S'il y a des pailles McDo, eh ben, l'encre va suivre les pailles McDo. Et donc, en fait, en regardant comment l'eau diffuse dans le cerveau, on peut reconstruire un petit peu comment la structure du cerveau est anisotrope, comment les gaines de myéline structurent l'eau qui circule dans le cerveau. C'est un peu ce qu'on regarde. Ça, c'est l'imagerie de diffusion. Il y a des tas de choses qu'on peut faire avec ça. C'est observer cette anisotropie qu'on va avoir dans la matière blanche. Donc on fait des belles cartes d'anisotropie. On peut essayer aussi de faire ce que j'ai évoqué, du tracking de fibres. Ce n'est pas les vraies fibres, mais on peut en tout cas dire que telle région est connectée à telle autre région d'un point de vue anatomique, ce qui n'est pas la même chose que la connectivité fonctionnelle, donc je vais vous parler tout à l'heure. C'est la connectivité effective. Et puis, attendez, il y a un petit truc qui s'est affiché. Et puis, on va fabriquer ce qu'on appelle des connectomes de la connectivité anatomique cérébrale. C'est compliqué parce que ce n'est pas forcément très stable, mais donc on aimerait avoir une sorte de connectome des individus et voir comment cette connectivité évolue liée à une pathologie. Peut-être que on regarde dans certains cas et qu'il faudrait que se contenter de voir une inflammation de la glie et qu'en tout cas ça pourrait déjà être intéressant de voir ça en diffusion. Donc je suis un petit peu défaitiste quand je dis ça en imagerie de diffusion. Mais en tout cas, c'est pas forcément l'information vraiment de connectivité, mais en tout cas de dire qu'il y a une modification structurelle des tissus à cet endroit-là, qui peut être liée à quelque chose d'inflammatoire. Et que de toute façon, même si on fantasme un peu quand on reconstruit des connectomes, on fantasme pas complètement, mais bon, c'est compliqué. En tout cas, on mesure quelque chose. Alors, attendez.
Là, il ne veut pas passer à la slide suivante. Voilà. Alors, imagerie fonctionnelle, donc bon, pour faire bref, on a l'imagerie fonctionnelle sous condition. On met la personne, on va lui faire regarder un film avec des scènes stressantes, j'en sais rien, et puis on va mesurer l'activité fonctionnelle associée à l'observation de ces scènes stressantes. Ou on va mettre la personne au repos. Alors, qu'est-ce que ça veut dire repos? C'est un peu compliqué. Et puis, on va voir comment, naturellement, au repos, les régions sont connectées. Et donc ici, on regarde des différences d'activation sous condition. Ici, on va plutôt regarder des patterns de connectivité fonctionnelle entre différentes régions. Et puis, on va essayer de voir, dans ce cas, que, j'en sais rien justement, le trouble de l'humeur ou un problème de régulation des émotions est lié à une diminution du pattern de connectivité fonctionnelle entre l'amygdale et le cortex préfrontal, des choses comme ça, ou le cingulaire antérieur. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu les idées. Maintenant, que j'ai abordé un peu ce qu'on mesurait, je vais aborder les applications aux maladies psychiatriques. Donc, je vais faire un petit peu très bref. Premièrement, les troubles de l'humeur. Bon, il y a l'essentiel des études pour l'instant. On fait avec ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est souvent des patients déprimés, des patients qui ne sont pas déprimés. Donc, c'est des analyses transversales, cross-sectionnelles. Et donc, on va essayer de prédire le statut clinique des patients. Alors, clairement, ça n'a pas d'intérêt d'un point de vue clinique, mais bon, il faut bien commencer par quelques choses. Et de toute façon, ça peut signer quelles sont les régions spécifiques, caractéristiques de la pathologie en question. Et donc, en fait, quand on regarde les troubles de l'humeur, les taux de prédiction, ils sont quand même assez faibles, hein. On est à 65-70%. Tout ça pour vous dire, si vous reviewez un papier qui vous sort du 95% de prédiction, ouais, bon, c'est rare, hein, voire extrêmement suspect. Donc on est plutôt autour de, pour les troubles de l'humeur, 65-70%. Il y a eu un très beau papier qui sortait 88% là, et je crois que oui, à mon avis, il est complètement biaisé, hein. Enfin bon, bref. Et donc j'ai relu le papier, il fait typiquement une PCA plus de SVM, enfin c'est biaisé, donc il a un résultat qui est trop élevé. C'est juste avoir l'idée de qu'est-ce que les gens sortent comme dans la littérature. Trouble de l'humeur, 65-70%. À partir de 60, ça commence à être raisonnable. 60, c'est pas beaucoup, c'est juste 10% au-dessus du hasard. Le hasard, c'est 50%. Prédire déprimé, contrôle non déprimé, au hasard, ma fille, elle ferait peut-être même mieux, mais si on lui dit jette une pièce, elle ferait du 50%. 60%, ben, c'est déjà significatif si la cohorte est suffisamment élevée. 65-70%, c'est pas si mauvais que ça. Mais voyez un peu les scores qu'on arrive à avoir. Donc on ne prédit pas les gens, hein, à partir d'imagerie, mais on récupère une information qui est quand même là. Quand on passe à l'autisme, alors l'autisme, c'est très compliqué, parce qu'on a à la fois, on tombe sur des 70%, on gagne quasiment 10%, et puis parfois il y a des grosses études qui s'écroulent complètement. Donc, bon, oui, c'est un spectre, c'est plus compliqué, c'est plus hétérogène, c'est sûrement vrai, et il y a aussi des grosses études qui, à mon avis, posent des questions en termes de qualité. Voilà. Il y avait eu un papier qui disait qu'il n'y avait rien dans l'autisme sur une grosse étude qui est Abide, mais je pense que l'étude n'était pas vraiment de bonne qualité. Bon, mais on est autour de 78% sur l'autisme. Mais ça peut être assez variable, en tout cas pour l'autisme. Mais déjà, c'est qu'on a légèrement des meilleures performances sur l'autisme que sur la dépression. Ça, c'était un truc que j'avais fait, jadis, sur l'autisme. La schizophrénie, ben pareil, on est autour de 80%. Donc ayez en tête, trouble de l'humeur, 65-70%. Autisme 75-80 et schizophrénie 80. Ben, en grosso modo, c'est plus facile de reconnaître des schizophrènes avec l'anatomie ou la fonction de leur cerveau que des patients déprimés, unipolaires. Mais quelque part, bon, ça veut dire que l'anatomie et le fonctionnement cérébral a plus de différence entre des schizophrènes et des contrôles que des déprimés et des contrôles. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, mais ayez en tête un peu les chiffres qu'on peut observer. Et souvenez-vous que 95%, c'est plus que suspect. Bon, les limitations qu'on a un petit peu dans toutes ces études, bon, bah déjà, c'est que c'est des études cross-sectionnelles, patient-contrôle, qui n'ont pas forcément un intérêt d'un point de vue clinique. Je vous rappelle un petit peu les scores. Et l'autre point, c'est que souvent, c'est des études qui sont de taille relativement petite. Donc, il y a eu pas mal de papiers autour de la taille des cohortes et de la non-réplicabilité des résultats en neuroimagerie. C'est un énorme problème. Les gens
les gens traitent leurs données, puis les retraitent, puis optimisent les paramètres, puis réoptimisent, puis réoptimisent, puis au bout d'un moment, ben, on trouve bien quelque chose. Bon, et donc en fait, il faut avoir un peu une sorte de méthodologie d'analyse un petit peu derrière. Hein. On ne peut pas mouliner les données comme ça, parce qu'à la fin, on trouve toujours quelque chose. Je vais vous en parler après. En fait même en classification, c'est trivial de trouver 100%. Donc il faut juste bien faire attention pour ne pas avoir fait ce qu'on appelle du surapprentissage. Alors oui, maintenant il y a quand même des études récentes qui sont longitudinales, qui sont quand même plus intéressantes. Là je vous en montre par exemple une, c'était sur l'autisme, c'était des enfants à risque d'autisme qui avaient un parent qui était avec autisme, et donc ils ont essayé de prédire, qui ont été scannés à c'était 18 mois, 24 mois, et on a essayé de prédire qui ont été scannés entre 6 et 12 mois, et on a essayé de prédire si le diagnostic à 24 mois d'autisme, non-autisme, visiblement, ils arrivent quand même à prédire de façon pas trop mauvaise. Là, moi, je vois des 94, 80... je suis toujours un peu dubitatif quand je vois des scores aussi élevés, mais c'est sûrement un indice qu'il y a quelque chose. Que ça se trouve en réalité, ils ont sûrement réessayé plein de paramètres et ils ont gagné 10%, mais ils sont sûrement vraiment à 80%, sûrement. C'est quelque chose comme ça, il faut relire le papier. Mais voilà, ça c'est quand même plus intéressant. La réponse au traitement, il y avait eu des études sur des patients déprimés traités avec des ECT. Est-ce que l'imagerie anatomique arrivait à prédire la réponse aux ECT ? Oui, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, oui. Et donc effectivement, on arrivait à prédire relativement bien, on était autour de 78-80%, mais vous voyez, la taille des cohortes, elles sont petites, 23 patients qui étaient répondeurs et non répondeurs, et 13 patients répondeurs, un truc comme ça. Donc c'est vraiment des petites études, mais si ça a bien été mené méthodologiquement, il y a sûrement quelque chose. Le vrai score, il n'est sûrement pas de 78%, mais il y a sûrement quelque chose. Ça, c'est un truc que j'avais fait sur la TMS, exactement la même chose. On arrivait à prédire les patients déprimés qui répondaient à la TMS. Alors, là, c'est le petit passage un peu compliqué, hein. Je vais parler de méthodologie, voilà, j'aime bien, c'est ma passion pour les ordinateurs qui va s'exprimer. Mais donc, je vais essayer de vous traduire un petit peu qu'est-ce que l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on essaye de faire quand on apprend? On a des données d'entrée, on a des données de sortie qu'on veut prédire, et on cherche une signature. Voilà, c'est ça l'apprentissage. Et la question c'est, qu'est-ce qui peut se passer quand on fait ça? Qu'est-ce qu'on cherche? Alors, juste ayant en tête, mes données d'entrée, c'est ce qu'on appelle des image features, c'est c'est un énorme fichier Excel. Et le fichier Excel, il fait en grosso modo 1 million de colonnes. Parce que j'ai plein de pixels dans mon cerveau. Et pour ceux qui font de la génétique, si vous prenez des données de puces ADN, grosso modo sur les puces modernes, vous êtes à 500 000, 1 million, même plus d'1 million maintenant. Vous, le génome, alors là, bon. Mais on est sur 1 million 10 puissance 6 mesures biologiques. Donc c'est un fichier Excel qui fait 1 million de colonnes. Combien de lignes? Les études, elles sont en imagerie 30, 100, on est autour de 100. Les grosses études européennes, les projets européens, on est autour de 2000. Et puis après, il y a les trucs un peu complètement fous comme UK Biobank, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, où là, pour l'instant, ils sont à 10 000, à la fin, ils seront à 100 000, ils scannent tout le monde. Alors là, c'est complètement fabuleux. Mais ce n'est pas des gens malades, c'est du transdiagnostic. Donc, on va en reparler après. Mais donc, en fait, j'ai grosso modo une centaine de lignes, 1 millier de colonnes, un fichier Excel. Dans chaque colonne, pour chaque sujet, j'ai une mesure pour un pixel donné. On appelle ça des voxels. Mais ceux qui font de la génétique, vous mettez des SNP à la place. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Et puis, je cherche à prédire un statut clinique, et puis il faut que je multiplie par quelque chose. Ça, c'est mon apprentissage. Et donc, je cherche une carte. Une carte qui, quand je l'applique à mes données d'imagerie, ça combine toutes mes données d'imagerie pour me fabriquer un score. Vous voyez? Et en fait, là, en réalité, ce que j'ai fabriqué, c'est un neurone qui est connecté à toutes mes entrées. C'est une sorte de réseau de neurones avec une seule couche. Bon. Mais donc, il faut que je trouve une carte qui prend toutes les entrées. Et la combinaison avec les entrées, c'est les synapses des neurones précédents, enfin des entrées. Et comment je vais combiner toutes mes données d'entrée, tous mes pixels, pour donner un score derrière. Et voilà ce que je cherche. Bon, c'est ça l'apprentissage.
Et donc même d'un point de vue biologique, c'est du renforcement au niveau des poids synaptiques. Il y a un gros problème, c'est l'overfitting. Là, je vous montre un ensemble de nuages de points. Cet ensemble de nuages de points, croyez-moi, quand vous avez un fichier où il y a fichier Excel, on n'utilise pas des fichiers Excel, hein, mais 300 000 colonnes et 100 lignes, je peux vous apprendre n'importe quoi. Il y a un théorème qui dit que je peux faire 100% de classification, c'est trivial. Qu'est-ce que j'essaie de le traduire comme ça? Si j'ai envie de voir un petit chat là-dedans, je le vois, il n'y a pas de problème, il suffit que je connecte les dots, enfin les points, de telle manière que ça m'intéresse. Là, c'est ce qu'on appelle de l'overfitting. C'est pas de la créativité, hein, c'est de l'overfitting. Bon. Mais c'est à peu près la même chose, mais ça n'a rien de scientifique. Et ça c'est trivial. Donc je vous fais 100% trivialement. Quand je l'ai découvert, c'était au début de mon postdoc, il y a une vingtaine d'années, je faisais 100%, puis en fait, ça généralisait pas un autre jeu de données. J'ai eu 6 mois d'angoisse. Hein. Ça a été compliqué, je me disais qu'est-ce qui se passe et tout. Mais à l'époque, on n'en parlait pas trop du machine learning, c'était les débuts du moment où il est devenu populaire. Mais donc en fait, j'ai réalisé ça, qu'on pouvait de façon triviale faire 100%. Et oui, on peut faire de façon triviale 100%. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour gérer ce type de problème? On va apprendre sur un jeu de données. Et le jeu de données, on va le découper en deux. Et alors là, c'est juste quand vous revivez un papier, il vous parle de machine learning, le premier truc à regarder, c'est est-ce qu'ils ont fait ça. C'est indispensable, sinon ça, c'est vraiment n'importe quoi. Il faut toujours faire ça, toujours. On découpe le jeu de données en un ensemble d'apprentissage, un ensemble de tests. Donc mon jeu de données, c'est des données d'entrée, un label et un label que je veux prédire. Donc c'est malade, pas malade, peu importe. Je le découpe en deux avec ce qu'on appelle un training set et un test set. Le training set, j'ai les données d'entrée, le label que je veux prédire. Le test set, je vais avoir juste les données d'entrée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais apprendre ma signature sur mes données d'entrée uniquement, et puis ensuite, je vais appliquer ma signature et essayer de prédire sur les données d'entrée du test set. Donc les images que je n'ai pas utilisées pour l'apprentissage, je vais prédire un label, et je vais regarder comment ce label, il est correct par rapport à la vérité terrain, enfin, au vrai label des patients ou des contrôles, par exemple. Et donc là, je vais donner un score de prédiction. Il faut ça. S'il n'y a pas ça, c'est n'importe quoi. Donc c'est n'importe quoi. Et alors là, généralement, ce qu'on voit, c'est les gens, ils font des cross-validations, voilà, c'est ça. Il faut des validations croisées, des choses comme ça. C'est le minimum. Il y a des milliards de biais qu'on peut faire, mais s'il n'y a pas ça, ça n'a aucune valeur. Alors, le problème, alors je vous ai montré comment il fallait valider les choses, maintenant je vais vous montrer comment on peut éviter ces surapprentissages. Ce surapprentissage, en fait, il est très simple. J'ai un ensemble de ronds et de croix, et puis la question, il faut les séparer, parce que séparer patient, contrôle ou répondeur, non répondeur, c'est ça, c'est tracer une hyperplan, une hypersurface entre deux nuages de points. Je peux faire comme ça, mais je vais faire encore des erreurs là. Je peux faire comme ça, je vais encore faire un peu d'erreurs, mais moins, et je peux faire comme ça, et je ne fais plus aucune erreur. Intuitivement, vous choisiriez lequel? Vous vous dites, je sais pas, le dernier, on a un peu l'impression qu'on a fait un peu n'importe quoi. C'est exactement ça l'overfit. Si vous avez compris cette image-là, vous avez compris l'overfit. C'est exactement ça. On sent bien que si j'ai appris ça, ça ne va pas généraliser à des nouveaux croix rouges et ronds noirs. Je vais faire n'importe quoi. Là, peut-être que la vérité, on est entre là et là. Voilà. Et donc, peut-être que ça, c'est trop simple. Ça va, mais ça, c'est définitivement trop complexe. Et cette espèce d'a priori que vous avez, c'est un a priori que vous utilisez tout le temps. Tout le temps. Par exemple, si j'arrive et que je viens vous raconter que je me suis réveillé ce matin, mon jardin est mouillé, mes voisins se sont ligués contre moi et sont venus toute la nuit avec des verres d'eau pour arroser mon jardin, votre a priori va suspecter un trouble de la personnalité, ou pire, mais en tout cas, votre a priori, il est très très fort. On sent bien qu'on a un a priori très fort sur « ça semble irréaliste, c'est trop complexe ». Pourtant, c'est une explication qui explique l'observation. Mais oui, mais elle vous semble irréaliste. Et donc cet a priori, vous l'utilisez tout le temps. Et peut-être que vous avez vu des choses sur le cerveau bayésien ou des choses comme ça, mais ça revient, c'est un peu la même chose que la notion d'a priori bayésien qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire qu'on a des a priori qui vont contraindre
ce qu'on va inférer à partir des données. Et l'apprentissage, c'est toujours un compromis entre des a priori et apprendre à partir des données. Trop d'a priori, c'est un peu c'est pas bon, pas assez, ça fait du surapprentissage. Alors, j'ai encore ce problème, c'est bon. Et donc, en fait, on sent bien qu'on va minimiser des erreurs de prédiction, mais sous un a priori que le modèle, il ne doit pas être trop complexe. Retenez ça, ça suffit. Il y a plein de méthodes pour faire ça. Trop complexe, on le traduit, on dit, il faut que ça soit simple. Simple, c'est, souvenez-vous, ce que j'apprends, c'est une carte cérébrale de poids. Et je veux que cette carte-là, elle soit simple. Simple, c'est petit. Petit, ça se traduit sous plusieurs façons. Je vais juste vous montrer. Et donc, il y a des espèces de contraintes, de pénalités, où ça pourrait être vu comme des a priori bayésiens qui vont dire ma carte de poids, je ne peux pas mettre n'importe quelle valeur, j'ai une combinatoire de possibilités de valeurs que je pourrais mettre, je pourrais apprendre n'importe quoi. Non, je vais la contraindre dans un range raisonnable pour éviter de faire du surapprentissage. Alors, il y a plein de méthodes qui font cette espèce de contrainte ou de pénalisation. Le terme technique, c'est régularisation. Et là, je vais juste vous montrer deux méthodes. Et là, c'était prédire si des patients étaient schizophrènes ou non schizophrènes à partir de l'IRM, de la matière grise. Et donc, en fait, ici, ce qu'on voit là, les cartes de couleur jaune, c'est les cartes de poids de la solution que j'ai obtenue. Ne cherchez pas à comprendre. Il n'y a rien dans le gris parce qu'on a fait un masque, on n'a pas considéré le gris. Mais donc là, il faut juste que vous voyez un sapin de Noël. Voilà, c'est un sapin de Noël. Les méthodes à l'état de l'art, elles fournissent des sapins de Noël. Et si on vous demande, vous, qui êtes neuroscientifique clinique, interpréter que là, si du jaune c'est une augmentation, le vert c'est une diminution, comment j'interprète une augmentation là, une diminution là, augmente le risque de devenir schizophrène? C'est ininterprétable. C'est un sapin de Noël. Et pourtant ça marche, mais c'est un effet un peu boîte noire. Donc ne cherchez pas trop à comprendre cette figure, juste qu'elle ressemble à un sapin de Noël. Il y a d'autres méthodes où là on a fait exactement la même chose sur le maillage, l'épaisseur corticale, et là où c'est bleu, c'est il n'y a rien, donc la région n'intervient pas pour prédire si le patient est schizophrène ou pas, et là où j'ai un petit point rouge, ça contribue positivement, un petit point vert, ça contribue négativement. Mais là aussi, en termes d'interprétabilité, c'est un peu compliqué, c'est complètement instable, ininterprétable. Donc les méthodes à l'état de l'art, c'est joli, mais c'est des boîtes noires. Et encore, je ne vous parle pas du deep learning, qui sont la même chose, mais empilées. Donc en fait, sur quoi les gens travaillent, en l'occurrence moi par exemple, c'est d'intégrer de la régularisation spatiale. Qu'est-ce qu'on veut? Je veux des régions, hein. C'est aussi simple que ça. Je veux des beaux paquets de régions. Ça, c'est une étude qu'on a faite, qui a été publiée dans Acta Scandinavia Psychiatrica, qui vient juste de sortir. C'est des patients schizophrènes versus des contrôles. Et on a essayé de prédire le statut clinique. Et puis, on a pris notre signature et on l'a appliquée à des premiers épisodes. Et donc, on a essayé de voir si une signature qui prédisait la schizophrénie généralisait au travers des étapes et si on n'était pas juste en train de prédire l'effet des neuroleptiques, 20 ans de neuroleptiques, voilà, qui s'observent très facilement. Et donc, en fait, ça, c'est la signature que j'obtiens avec les méthodes à l'état de l'art. Donc, toujours, hein, il n'y a que le manteau cortical qui est pris parce qu'on fait des masques, mais là encore, sapin de Noël. Voilà, c'est ininterprétable. Ça, c'est la méthode très sparse. Là, j'ai des petits points isolés, ininterprétables. Et donc, en fait, on rajoute une contrainte qui dit « donne-moi des régions ». Et ça marche relativement. Ça ne marche pas beaucoup mieux, ça marche à peu près pareil, mais simplement, ici, je vais pouvoir avoir, oui, une augmentation de la matière grise dans le singulaire antérieur, signe une diminution de risque d'être schizophrène. Et que cette signature-là, elle réplique sur des premiers épisodes. Et ce que ça fournit derrière, c'est comme les scores polygéniques qu'on a en génétique. C'est exactement ça. Ce qu'on va vous sortir, c'est derrière un ensemble de coefficients qu'on va poser sur des SNP, donc, que nous, on va poser sur des voxels et qui permettent de sortir un score pour un individu. Ce que ça donne là, c'est comme un score polygénique. Voilà. Et donc, on montre qu'on arrive à trouver une signature qui généralise aux premiers épisodes. Bon, là, c'est la même chose, c'est un truc qu'on a fait avec Renaud Jardry. C'était, est-ce qu'on pouvait trouver une signature fonctionnelle de l'hallucination? Et donc, il y a eu des patients qui ont eu des hallucinations sous IRM, enfin, avec un examen d'IRM fonctionnel, et on a essayé de voir s'il y avait un pattern fonctionnel qui signait l'hallucination qui allait venir.
Et en fait, oui, on arrive à prédire que le patient-là, il va avoir une hallucination. Et on prédit à partir des données apprises sur les autres patients. C'est-à-dire qu'il y a un pattern fonctionnel qui signe l'hallucination au niveau de la population de schizophrènes qui étaient recrutés dans cet hôpital-là. Je ne sais pas si ça vaut pour tout le monde, enfin pour tous les schizophrènes, mais... et donc, en fait, ce qu'on voulait juste montrer, c'est que les méthodes à état de l'art, sapin de Noël, et les méthodes non à état de l'art, voilà ce qu'on obtient. Donc, en fait, on voit que les zones frontales, donc du contrôle exécutif, et qu'une augmentation de la partie du signal ici signe l'hallucination qui va venir. Bon, l'intérêt derrière, c'est faire des outils de biofeedback pour que les patients contrôlent, les aider à contrôler leurs hallucinations. Bon, voilà, là, je vous ai fait un tour de ce qui se faisait dans la littérature, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage, comment on pouvait améliorer les choses d'un point de vue de l'interprétabilité. Et là, c'est juste aller vers des nouvelles stratégies d'analyse. Je note stratification and dimensional analysis. Donc en fait, derrière, c'est on sent bien qu'on a un problème, qu'il faut stratifier en sous-groupes homogènes et avoir des approches plus dimensionnelles que catégorielles à la DSM. Donc l'idée, c'est que... Et l'idée qui va derrière ça, c'est qu'on a des énormes cohortes qui sont en train d'arriver. UK Biobank. Il y a des HBN aux États-Unis, enfin il y a des cohortes de 2000, 10 000, 100 000 qui vont arriver. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces grosses cohortes? Et donc en fait, il y a plein de choses qu'on peut apprendre. On peut apprendre à stratifier et on peut apprendre des dimensions. Voilà, c'est ce que je vais essayer de vous présenter. Une fois que j'ai appris ces choses-là sur les grosses cohortes, là j'ai essayé de faire figurer, si je sais stratifier en sous-groupes de patients homogènes, enfin sous-groupes de sujets homogènes, et ben je peux l'appliquer à ma petite cohorte de schizophrènes à risque de transition. Et puis je vais avoir d'un côté les à risque mais qui sont atrophiés, qui ont un cerveau qui est préservé, puis les à risque qui ont un cerveau qui n'est pas préservé. Peut-être que je vais avoir des sous-groupes homogènes et sur ces sous-groupes homogènes, je vais pouvoir augmenter ma classification. Donc il y a plein de choses à apprendre, de grosses bases sur lesquelles on n'a pas forcément l'information clinique. En machine learning, on appelle ça du transfer learning. On pourra faire des choses. Donc derrière, c'est un peu l'idée de Google de récupérer plein de données, de les mouliner un peu dans tous les sens, et puis de prédire des choses. Pour moi, ça me fait un peu, je suis un peu dubitatif de le faire comme ça. Enfin bon, donc je pense qu'il faut vraiment des cohortes, il faut articuler la petite cohorte propre, bien recrutée dans un hôpital homogène d'un point de vue clinique et même où on a étendu sur 2 hôpitaux, avec éventuellement des grosses cohortes sur lesquelles on peut apprendre des choses. Mais donc, en fait, les deux approches ne sont pas antagonistes. L'approche big data, plein de données, je ne vais pas tout apprendre, c'est pas possible. Et la petite cohorte a toujours sa valeur. Voilà, c'est un petit peu le message, il y a des choses à transférer de l'un à l'autre. L'autre approche, là je vous passe, c'est tous les trucs autour du RDoC. L'approche dimensionnelle, c'est apprendre des dimensions. Donc en fait, l'idée, c'est que sur une grosse cohorte transdiagnostique, je vais apprendre les bases neurales, des dimensions de la cognition sociale, des valences négatives, etc., de l'anédonie, j'en sais rien. On va trouver des sortes de bases neurales, si j'ai des données cliniques qui reflètent ces différentes dimensions. Une fois que j'ai appris ça, je vais transférer ces prédicteurs sur ma petite cohorte pour avoir un score neural associé à chacune des dimensions. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, j'aurai cette espèce de ce qu'on appelle un radar plot qui permettrait de simplifier l'information au niveau d'un patient. Donc voilà, c'est le type de... Là, je suis en train de... C'est l'avenir, hein. C'est pas ce qu'on fait actuellement. Mais voilà ce que, à mon avis, ce qu'on va avoir dans quelques années. Et juste, voilà, c'est pas que quelques années. Il y a eu ce papier qui est sorti dans Nature Medicine où ils ont combiné une approche dimensionnelle sur des données d'IRM fonctionnelles au repos et ils ont pris des scores cliniques liés à l'anxiété, à l'anédonie. Ils ont essayé de trouver la partie d'imagerie qui les prédisait et puis donc il y a une approche un peu dimensionnelle, puis ensuite ils ont essayé de stratifier sur ces données et pour fabriquer des sous-groupes, et ils ont montré que sur ces sous-groupes, ils prédisaient mieux le statut clinique déprimé, non déprimé. Alors déjà tout ce que je vous ai raconté, je pense qu'on est perdu les 3/4, c'est un peu compliqué. On sent que le pipeline est un peu compliqué. Derrière, franchement, faut regarder le papier, mais retenez, il y a un côté un peu RDoC dimensionnel, et puis il y a un côté je stratifie en sous-groupe homogène pour mieux classer un statut clinique. Mais c'est tellement compliqué que
il y a eu des études, enfin un papier récent qui montre que la généralisabilité est un peu complexe. Donc je pense que nous on est parti sur une autre étude où on a des patients déprimés qui ont été traités aux IRS, déprimés, scannés, évaluation clinique, traités aux IRS, et on a l'information de réponse. Et on s'est dit, est-ce qu'on arrive à prédire la réponse aux IRS ou pas, à partir de l'IRM anatomique? Et puis alors en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, notre ennemi là-dedans, c'est la variabilité interindividuelle. C'est ça. Et donc, il faut voir ça comme une sorte de... On cherche une empreinte de doigt, une empreinte digitale, qui signerait la réponse au traitement IRS, et que cette empreinte digitale, eh ben en fait, elle est polluée par plein d'autres empreintes digitales, où les gens sont venus poser leurs doigts et on ne voit plus rien. Et l'idée, c'est que si on arrive à stratifier en patients à peu près où l'empreinte digitale n'a pas été trop abîmée et les autres où effectivement là où c'est un peu compliqué, en tout cas, sur cette population-là, on arriverait à prédire quelque chose. Et en fait, ça se fait assez simplement. Grosso modo, où est-ce que le cerveau n'a pas été trop abîmé? Vous faites un petit algorithme de clustering qui vous fait 2 paquets avec ceux où il y a eu une atrophie, ceux où il n'y a pas eu d'atrophie. Et puis, ceux où il n'y a pas eu d'atrophie, ceux-là, généralement, ils ont un cerveau préservé. Et donc, en fait, il y a tout un tas de comorbidités, de facteurs environnementaux qui ont été moins dommageables sur l'anatomie du cerveau. Grosso modo, si vous n'aviez pas des données de neuroimagerie, vous feriez 2 paquets les jeunes et les vieux. Voilà, ça traduit exactement la même idée, sauf que quelqu'un de 35 ans peut avoir un cerveau de quelqu'un de 25 ans et inversement. C'est-à-dire qu'un peu l'âge cérébral, ça capture quelque chose de plus fin que vraiment l'âge. Donc en fait, c'est ce qu'on a fait, on a juste stratifié les patients en 2 paquets. Il y a un paquet sur lequel on ne peut rien dire, mais il y a un paquet sur lequel on arrive à prédire s'il va répondre autrement juste à partir de l'anatomie cérébrale. Et puis, Beyond Structural and Functional MRI, bon, tout ce que je vous ai montré, quand je le montre à des biologistes, ils me disent, mais finalement, tu vois des voxels, tu vois rien du neurone et de la physiopathologie réelle, puisqu'en fait, on voit juste des neurones. Justement, on ne voit pas des neurones, on voit des paquets de gris, de blanc, et puis on dit, il y en a un peu plus, un peu moins, ou ça s'active plus. On ne vous dit rien de la physiopathologie, donc ça fait hurler les biologistes, et je les comprends. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin, d'aller vers un peu de physiopathologie avec l'imagerie TEP, avec de l'imagerie du lithium, donc c'est des collaborations qu'on a avec Neurospin, c'est si on a une carte de densité de fixation du lithium dans le cas du trouble bipolaire, pour essayer de prédire est-ce qu'une carte et des fixations sur des endroits stratégiques prédisent la réponse au lithium, étant chez des patients bipolaires. Donc en fait, toute l'idée, c'est qu'on peut aller regarder du métabolisme en IRM, et on peut aller aussi regarder ce métabolisme aussi en imagerie PET pour aller un peu plus loin et aller regarder un peu de physiopathologie, parce que l'IRM, honnêtement, tel quel, ça peut paraître un peu frustrant. Je vous comprends et je vous remercie de votre attention et j'ai fini. Voici un petit peu l'équipe des gens avec qui je collabore. Voilà, je vous remercie.